Dans le cadre de l'invasion allemande de l'Union soviétique, lorsque les armées soviétiques se rencontrèrent à Kalach en novembre 1942, les soldats allemands qui avaient combattu pour prendre la ville de Stalingrad se retrouvèrent incapables de répondre. Leur situation logistique, déjà précaire, se détériora de manière exponentielle. Peu à peu, les nouveaux défenseurs perdirent du terrain, subissant des défaites lors d'affrontements locaux et se retrouvant sans nourriture ni ravitaillement. Leur survie dépendait de plus en plus de ce qui pouvait leur être livré par les airs. Tout cela, combiné à un froid intense, à l'épais manteau de neige qui recouvrait la ville et aux maladies causées par de mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité et la malnutrition fit que la 6e armée allemande commença à s'effondrer peu à peu. Dans ces conditions, la situation des blessés et des malades devint tragique. Les postes médicaux étaient insuffisants pour soigner tout le monde et beaucoup moururent, faute de personnel et de moyens pour traiter des infections et des blessures qui, en temps normal, auraient été légères. Parmi les rares qui purent être évacués, nombreux furent ceux qui finirent empilés aux côtés des cadavres gelés de leurs camarades en attendant la mort. Dans la froide après-midi du 2 février 1943, les généraux Konstantin Rokossovski et Nikolaï Voronov envoyèrent un communiqué à Moscou, indiquant qu'ils avaient vaincu l'armée allemande et que les opérations militaires étaient immédiatement suspendues dans la région de Stalingrad. Globalement, et à l'exception de quelques actions mineures, ce fut une journée calme pour les troupes soviétiques, comme le rapporta Nikolaï Krylov, chef d'état-major de la 62e armée. Au cours de cette journée, 40 000 autres prisonniers s'ajoutèrent aux 50 000 capturés les 2 jours précédents, immédiatement après que Paulus eut annoncé la reddition, et ils prirent tout ce qu'ils purent trouver pour se couvrir, comme s'ils avaient un vague pressentiment de ce qu'ils allaient bientôt affronter. Le grand nombre de captifs rassemblés obligea les forces soviétiques à organiser, à partir du 3 février, un camp de prisonniers à Beketovka. Ce même jour eut lieu le dernier vol de la Luftwaffe au-dessus de Stalingrad. Un E-111 parcourut les cieux de la ville, tentant de repérer des soldats allemands qui auraient échappé à l'encerclement pour leur larguer des vivres, mais il ne put localiser aucun survivant. Au total, après la reddition de la 6e armée allemande en février 1943, environ 91 000 soldats allemands furent capturés par l'armée rouge. En raison des attaques constantes des forces soviétiques et des promesses non tenues des autorités nazies de fournir des vivres et des munitions aux assiégés par voie aérienne, les prisonniers furent capturés dans un état déplorable. Beaucoup étaient déjà au bord de la mort à cause de la famine, du froid extrême et des blessures. De longues colonnes de prisonniers se formèrent alors, contraints de marcher comme des somnambules vers les villages les plus proches, sous un soleil de février méprisant, cachés derrière la neige. Bien que les récits des protagonistes varient selon leur grade, leurs conditions physiques et les souffrances qu'ils endurèrent aux mains des tribunaux soviétiques, les heures qui suivirent la fin de la bataille semblent identiques pour tous. Immédiatement après la reddition de la 6e armée, les soldats furent désarmés, leurs biens personnels confisqués, et les longues marches vers des villages lointains et inconnus commencèrent. Les prisonniers furent forcés de marcher, escortés par des milliers de cadavres, sur des centaines de kilomètres sous des températures glaciales, vers des camps de travail en Sibérie et dans d'autres endroits reculés tels que Lounovo, Souzdal, Krasnogorsk, Yelabuga et Beketal, tandis que d'autres restèrent à Stalingrad pour participer aux travaux de reconstruction et de nettoyage. Ces marches, effectuées sans nourriture adéquate, sans protection contre le froid ni soins médicaux, entraînèrent la mort de milliers de soldats. Beaucoup souffrirent de typhus, dysenterie, diphtérie, scorbut, tuberculose, hydropisie et paludisme. Ceux qui ne pouvaient plus avancer étaient simplement fusillés dans l'obscurité de la nuit. On estime qu'un tiers seulement des prisonniers capturés à Stalingrad survécurent aux premières semaines. Beaucoup moururent en chemin, tandis que d'autres périrent dans les camps à cause des conditions de vie inhumaines auxquelles ils étaient soumis. Finalement, sur les 91 000 prisonniers, environ 5 000 seulement survécurent. À cause de cela, l'exode des soldats allemands vaincus à Stalingrad est connu sous le nom de « la marche de la mort », le même nom que la postérité attribua aux marches des prisonniers juifs évacués des camps de concentration et d'extermination construits par les nazis à la fin de la guerre. Sur le plan politique,
Ces marches et les conditions des camps soviétiques furent utilisées comme outils de propagande, tant par la République fédérale d'Allemagne que par la République démocratique allemande, souvent à des fins idéologiques opposées. En RFA, la souffrance des prisonniers était mise en avant dans le cadre d'une stratégie visant à éloigner le nouvel État allemand du passé nazi, tandis qu'en RDA, ces événements étaient minimisés ou imputés au régime hitlérien, tenu responsable des morts. Sur le plan personnel, l'impact psychologique et physique de ces marches et du séjour dans les camps soviétiques fut dévastateur pour les survivants. Beaucoup de ceux qui purent rentrer en Allemagne souffraient de stress post-traumatique, de malnutrition chronique et d'autres séquelles physiques. Les récits de ceux qui survécurent à ces horreurs contribuèrent à construire le récit de la brutalité du régime soviétique, mais ils illustrèrent aussi les représailles implacables résultant de la politique génocidaire de l'Allemagne nazie en Union soviétique. Les soi-disant marches de la mort furent, en définitive, un reflet des représailles brutales que le régime soviétique imposa à ceux qui avaient fait partie de la machine de guerre nazie. Pour beaucoup, ces marches représentèrent non seulement une lutte pour la survie, mais aussi une conséquence douloureuse et prolongée d'une guerre qui dévasta à la fois les vainqueurs et les vaincus. Prison de glace, la vie des prisonniers allemands dans les camps de travail forcés de l'Union soviétique. La situation des centres de détention et des camps de travail forcés en Union soviétique était complexe. Les goulags, créés par le NKVD au début des années 1930, abritaient pendant toute la durée de la guerre les mêmes prisonniers qui s'y trouvaient avant le déclenchement du conflit, des personnes accusées d'espionnage, de sabotage, de vol qualifié et, surtout, des prisonniers politiques condamnés pour avoir diffusé de la propagande anti-soviétique ou des idées contre-révolutionnaires. À partir de l'invasion allemande à l'été 1941, le ministère de l'Intérieur créa la Direction générale pour les affaires des prisonniers de guerre et des internés, chargée de la création et de la surveillance des camps de travail réservés aux prisonniers de guerre allemands et à leurs alliés. Cependant, la direction dut faire face à plusieurs problèmes logistiques, car à cause de la guerre, elle manquait de main-d'œuvre pour la construction de camps de travail à travers tout le territoire soviétique. De plus, la situation extrêmement incertaine sur le front ne permettait pas de déterminer où il fallait les construire. Ainsi, au cours de la première année de l'invasion, l'armée rouge fut contrainte de conserver peu de prisonniers. Cependant, après la bataille de Stalingrad, la situation changea radicalement. Le grand afflux de prisonniers allemands permit la création de centaines de camps de travail, surtout dans les territoires que l'armée rouge reprenait grâce à sa contre-offensive. Dans la région de la Volga, autour de Stalingrad, environ 40 camps furent construits. Les camps de prisonniers soviétiques se caractérisaient par une pénurie de nourriture, un manque de soins médicaux et des conditions climatiques extrêmement dures. Les milliers de prisonniers qui entrèrent à Beketovka ou à Krasnoarmeïsk, les deux camps où se concentraient le plus de détenus, durent survivre avec à peine quelques grammes de pain noir, fabriqué avec de la sciure de bois, des pommes de terre et, dans le meilleur des cas, de la betterave et des céréales. Beketovka avait été un centre scolaire, mais pendant la bataille, les installations avaient été endommagées. Il y avait des trous dans les murs et dans les toits, le bois des portes et des fenêtres avait été utilisé pour alimenter le feu, et en pratique, vivre là n'était pas très différent de vivre à l'extérieur. Il n'y avait ni lit ni couchette. Les prisonniers dormaient entassés par terre, cherchant un peu de chaleur au milieu de la multitude de corps pâles et transis, sous des températures qui, à l'aube, pouvaient descendre en dessous de moins 30 degrés en hiver. L'immense majorité des prisonniers souffraient d'une maladie grave, les plus courantes étant la diphtérie, la dystrophie musculaire, les maladies respiratoires et le typhus. Les cadavres n'étaient pas enterrés. Les soldats soviétiques les dénudaient, s'emparaient des objets de valeur qu'ils pouvaient trouver et les entassaient les uns sur les autres, tandis que le froid les congelait et les préservait de la décomposition. Il y eut même des cas de cannibalisme, et les vols étaient fréquents, encouragés par les gardes soviétiques eux-mêmes, qui s'amusaient à constater la déshumanisation de l'armée allemande. Les prisonniers furent soumis aux travaux forcés, aux maladies et à un traitement brutal de la part des gardes. Ils furent utilisés dans des travaux forcés dans des mines, des usines et des projets d'infrastructures. Les journées de travail étaient longues et épuisantes, souvent au-delà de 12 heures par jour, quelles que soient les conditions climatiques. Le travail se faisait avec des outils rudimentaires
et la surveillance des gardes soviétiques était brutale. Ceux qui ne pouvaient pas remplir les quotas de travail ou montraient des signes de faiblesse étaient sévèrement punis, et de nombreux prisonniers ne survivaient que quelques mois à cause de l'épuisement et des maladies. Ces conditions de travail, combinées à un manque de nutrition, entraînèrent un taux de mortalité élevé. Les camps disposaient de très peu de ressources médicales. Les prisonniers blessés ou malades étaient souvent abandonnés à leur sort, avec des traitements rudimentaires ou inexistants. Les infections et les maladies, qui dans d'autres circonstances auraient été traitées, devenaient des sentences de mort. Les camps fonctionnaient sous un régime strict et les infractions mineures pouvaient entraîner des punitions sévères, y compris des passages à tabac, un isolement ou même des exécutions sommaires. Les prisonniers allemands étaient méprisés par de nombreux gardes soviétiques, qui considéraient qu'ils recevaient la punition méritée pour les atrocités commises par les nazis sur le sol soviétique. Cette haine se traduisait par un traitement brutal et un manque de compassion généralisé. La situation changea légèrement à partir de l'été 1943, lorsque des colis d'aide américaines arrivèrent en Union soviétique et que des rations alimentaires de base furent distribuées aux prisonniers. Cependant, à ce moment-là, seuls quelques milliers de prisonniers étaient encore en vie. Par ailleurs, il existait des différences de traitement entre les prisonniers selon leur grade militaire et le niveau d'influence qu'ils avaient atteint au sein de la hiérarchie du régime nazi. Les simples soldats furent, naturellement, les plus maltraités. Bien que les officiers aient bénéficié de certains privilèges, on estime que sur les 1800 internés dans un ancien monastère à Yelabuga, à l'est de Kazan, seulement un tiers survécut. Les généraux, en revanche, ne souffrirent généralement que de quelques interrogatoires et furent finalement libérés, non sans avoir été utilisés par l'énorme appareil de propagande soviétique. En définitive, l'expérience des prisonniers de guerre allemands en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale révèle une réalité brutale et désolée. Les camps de travail forcés, situés pour la plupart dans des régions dévastées et manquant de ressources, devinrent des lieux de souffrance extrême. La pénurie alimentaire, les conditions climatiques difficiles et l'absence de soins médicaux entraînèrent un taux de mortalité élevé parmi les prisonniers. À cela s'ajouta un traitement impitoyable de la part des gardes soviétiques, nourris par le ressentiment accumulé à cause des atrocités commises par les forces allemandes sur le sol soviétique. Alors que les prisonniers de bas rang affrontèrent des conditions déplorables et une mortalité élevée, les officiers et les généraux, bien qu'également touchés, bénéficièrent d'un traitement relativement plus clément. La propagande soviétique utilisa ces officiers pour illustrer la prétendue supériorité du régime soviétique. En somme, l'histoire de ces camps de prisonniers reflète non seulement la cruauté du conflit, mais aussi les diverses façons dont la guerre a influencé la vie de ceux qui se sont retrouvés pris dans ses rouages. Entre le froid et la propagande, l'histoire de Friedrich Paulus en Union soviétique Paulus, l'un des généraux les plus éminents du Troisième Reich, est également marquée par une histoire de captivité et de souffrance en Union soviétique. Son parcours, depuis son rôle de commandant lors de la bataille de Stalingrad jusqu'à sa capture et sa vie ultérieure, reflète le tournant dramatique qu'a pris la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Paulus, commandant de la 6e armée allemande, fut une figure centrale de cette bataille. En novembre 1942, lorsque les forces allemandes commencèrent leur avancée vers le sud de la ville, Paulus se trouvait au cœur de l'une des confrontations les plus féroces du conflit. La résistance soviétique, menée par le général Vassili Tchoukov, fut implacable et les tactiques de guerre urbaine ainsi que le climat rigoureux commencèrent rapidement à affaiblir les forces allemandes. En janvier 1943, lorsque la situation devint intenable pour les troupes allemandes après des semaines de combats intenses et une lutte acharnée pour la survie dans un environnement hostile, Paulus fut contraint de se rendre. Ironiquement, Paulus avait dès le départ considéré que l'opération Barbarossa était une folie, mais il s'était vu obligé de respecter les ordres d'Hitler avec un stoïcisme militaire. Pendant le déroulement de l'opération, Paulus conseilla de couper la retraite des Russes pour empêcher leur repli vers l'intérieur. Il suggéra également à Hitler la nécessité de trouver des vêtements d'hiver pour les soldats au cas où la guerre se prolongerait, mais le Führer lui interdit de mentionner à nouveau le sujet. Finalement, Hitler éleva Paulus au grade de maréchal le 30 janvier 1943,
lui insinuant qu'aucun officier de ce rang ne s'était jamais rendu à l'ennemi. Paulus devait livrer sa propre vie avant de se laisser capturer. Cependant, atteint de dysenterie, Paulus décida de désobéir aux ordres d'Hitler. En représailles, la Gestapo emprisonna ses enfants, Ernst et Olga, les envoyant dans une prison alpine, d'où ils furent libérés en 1945. On proposa également à sa femme, Elena Rosetti Solescu, de renoncer à son nom marital, mais elle refusa. Après sa reddition, Paulus fut transféré dans un camp de prisonniers soviétiques dans les vastes territoires de l'Est. Le voyage vers sa captivité fut rempli de privations et de défis. En route vers les camps, Paulus et ses hommes souffrirent de la faim, du froid extrême et de l'épuisement. Une fois arrivé au camp de prisonniers, Paulus se retrouva face à un nouvel ensemble de difficultés. Les camps soviétiques pour prisonniers de guerre, comme mentionné précédemment, étaient surpeuplés et manquaient de fournitures de base. Les conditions y étaient inhumaines, la nourriture manquait, les installations étaient précaires et les maladies se propageaient rapidement. Mais la captivité de Paulus ne fut pas seulement une expérience personnelle difficile, elle devint aussi un outil de propagande pour le régime soviétique. Les soviétiques virent en Paulus une figure puissante pour promouvoir leur agenda politique. En tant que général de haut rang, Paulus devint un symbole de la victoire soviétique. Les soviétiques utilisèrent sa capture pour démontrer la supériorité de leur armée et renforcer le moral de leur population. En 1943, Paulus fut présenté dans plusieurs événements publics et conférences de presse. Ces événements visaient à montrer son humiliation et à projeter l'image d'un chef vaincu, devenu critique à l'égard de l'Allemagne nazie. Paulus fut libéré en 1953, après avoir passé près de 10 ans en captivité. Son épouse décéda seulement 4 ans plus tard. Sa libération eut lieu à un moment où les relations entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Ouest commençaient à s'améliorer. Cependant, son retour en Allemagne fut mitigé. L'Allemagne qu'il retrouva était très différente de celle qu'il avait connue avant sa capture. La nation était en ruine après la guerre et traversait une période de reconstruction et de redéfinition. À son retour, Paulus découvrit une Allemagne divisée, où le passé nazi était une ombre omniprésente. Malgré son importance pendant la guerre, sa réputation en Allemagne était ambivalente. Sa figure fit l'objet de controverses et de débats, notamment en ce qui concerne son rôle dans la bataille de Stalingrad et sa captivité. Il travailla comme chef civil de l'Institut de recherche historique militaire jusqu'à la fin de sa vie. Au fil du temps, il développa une paralysie bulbaire progressive qui causa sa mort dans une clinique de Dresde le 1er février 1957. L'histoire de Friedrich Paulus, depuis son rôle de premier plan dans la bataille de Stalingrad jusqu'à sa captivité en Union soviétique, illustre la complexité et les souffrances du conflit sur le front de l'Est. La capture de Paulus, après sa résistance dans la bataille et sa désobéissance à Hitler, reflète le tournant dramatique pris par la guerre pour l'Allemagne. Malgré son statut, Paulus affronta dans les camps soviétiques une brutalité similaire à celle des prisonniers de rang inférieur, la faim, les maladies et un traitement impitoyable. La propagande soviétique exploita sa figure pour souligner la victoire contre l'Allemagne, mais son expérience personnelle fut marquée par la souffrance et la désillusion. Sa libération en 1953 et son retour dans une Allemagne dévastée mettent en lumière le contraste entre son passé militaire glorieux et la dure réalité d'un pays en reconstruction. En définitive, la vie de Paulus, marquée par l'humiliation et le conflit intérieur, offre une perspective sur la complexité apparemment infinie de la Seconde Guerre mondiale. Entre la loyauté et la trahison, l'histoire de Walter von Seydlitz-Kurzbach. Walter von Seydlitz-Kurzbach est né le 22 août 1888 à Potsdam, en Allemagne, dans une famille de tradition militaire. Il entra dans l'armée allemande en 1908 et servit pendant la Première Guerre mondiale. Il participa aux combats sur les 2 fronts en tant que lieutenant de l'armée impériale allemande et, après la guerre, fut promu capitaine. Pendant les années de l'entre-deux-guerres, il poursuivit sa carrière militaire, gravissant les échelons. Il occupa plusieurs postes sous la République de Weimar avant d'être transféré au ministère du Reichswehr, où il fut directement impliqué dans la planification militaire allemande restreinte après le traité de paix de 1919. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Seydlitz-Kurzbach fut affecté à des postes de commandement sur le front de l'Est, participant à plusieurs campagnes importantes.
y compris l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Durant la bataille de Stalingrad, Seydlitz Kurzbach commanda le Lié Corps d'armée, une unité clé au sein de la 6e armée allemande sous les ordres de Paulus. Ces forces furent responsables de certains des combats les plus acharnés dans la ville et, comme le reste de la 6e armée, elles furent encerclées lorsque l'armée rouge assiégea la ville. Alors que la situation se détériorait, Seydlitz Kurzbach fut l'un des officiers à plaider pour une rupture du siège et une retraite avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, ces suggestions furent rejetées par Paulus, qui suivit les ordres d'Hitler de tenir la position à tout prix. Seydlitz Kurzbach devint de plus en plus critique envers la décision d'Hitler de ne pas autoriser une retraite. Seydlitz Kurzbach fut capturé par les forces soviétiques peu avant la reddition de la 6e armée en février 1943. Il devint l'un des officiers allemands de plus haut rang à tomber entre les mains de l'ennemi. Contrairement à beaucoup de ses camarades, Seydlitz Kurzbach prit une décision qui le distingua notablement. Il choisit de collaborer avec les soviétiques. Il fut convoqué par le commandement suprême de l'armée rouge, sur ordre de Staline, pour tenter de convaincre d'autres généraux allemands de s'associer à un projet consistant à rassembler un groupe important d'officiers capturés et à se soulever contre Hitler. Helmut Schlemmer, Moritz von Dreber et Alexander Edler von Daniels figurent parmi les généraux allemands qui acceptèrent de collaborer à ce projet. Seydlitz Kurzbach participa même à des messages radio émis depuis Moscou, avec une propagande anti-nazie à destination des troupes de la Wehrmacht. Lorsque la situation fut connue en Allemagne, Seydlitz Kurzbach fut déchu de sa citoyenneté et condamné à mort par contumace par un tribunal militaire nazi qui l'accusa de trahison. Ses proches furent également persécutés et exclus de leurs postes officiels sur ordre d'Hitler. En septembre 1943, Seydlitz Kurzbach fut nommé président de la Ligue des officiers allemands, un groupe d'officiers de haut rang prisonniers en Union soviétique, qui avait pour but de renverser Hitler en formant une armée libre ou en incitant à un soulèvement militaire à l'arrière des lignes allemandes. La Ligue dépendait du Comité national pour une Allemagne libre, une organisation de propagande créée par l'écrivain communiste allemand Erich Weinert et soutenue par les soviétiques, qui cherchait à encourager l'opposition au régime nazi en Allemagne et parmi les troupes allemandes. Seydlitz Kurzbach proposa même au commandement suprême de l'armée rouge de réunir un groupe de soldats prisonniers pour les parachuter en Allemagne et y lancer une guérilla de partisans communistes. Cependant, aucune de ces idées ne fut mise en œuvre car la Ligue des officiers reçut peu de soutien, ce qui la rendit inviable en tant que base pour une force militaire autonome. Staline lui-même montra une grande méfiance à l'idée de réarmer des prisonniers allemands. Après l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, il devint évident pour les services de renseignement soviétiques que l'intense propagande de Seydlitz Kurzbach avait échoué. Staline considéra alors la Ligue des officiers comme inutile et Seydlitz Kurzbach, ainsi que les autres officiers, furent de nouveau emprisonnés. La propagande fut alors confiée presque exclusivement au comité, composé de militaires de rang inférieur et de militants communistes allemands. Après la fin de la guerre en 1945, Seydlitz Kurzbach refusa de coopérer avec l'occupation soviétique de l'Allemagne et il fut donc condamné à la prison pour crimes de guerre. Seydlitz Kurzbach, après tout, n'était pas communiste. Ses geôliers soviétiques tentèrent désespérément de le faire rejoindre le parti, mais il refusa. Il affirma que son seul objectif était de sauver l'Allemagne en accélérant la fin de la guerre. 5 ans plus tard, au milieu de l'année 1950, il fut condamné à mort, mais la sentence fut commuée. Finalement, après plusieurs procès et de nouvelles peines, il fut libéré par les soviétiques en 1956. Seydlitz Kurzbach retourna en Allemagne après presque 14 ans d'absence et s'installa à Brême, où il tenta de récupérer ses biens, de faire restaurer son grade et de percevoir la pension à laquelle il avait droit en tant que général. Il ne réussit qu'à obtenir l'annulation des condamnations qui lui avaient été imposées par le Troisième Reich. Contrairement à beaucoup de ses compagnons généraux, il ne publia pas ses mémoires. Ne parvenant pas à retrouver ses grades militaires et complètement ignoré par ses anciens camarades d'armes, Seydlitz Kurzbach mourut à Brême le 28 avril 1976. En 1994,
Ses descendants obtinrent l'annulation des sentences imposées par l'Union soviétique par les tribunaux militaires russes. Walter von Seydlitz-Kurzbach demeure une figure controversée dans l'histoire allemande. Pour certains, il fut un traître qui s'aligna avec l'ennemi à un moment critique. Pour d'autres, il fut un patriote qui tenta de sauver l'Allemagne de l'autodestruction. Des années plus tard, l'historien Robert Titino fit une remarque curieuse en déclarant que toute personne condamnée à mort à la fois par Hitler et par Staline doit avoir quelque chose en sa faveur. Le général dans l'ombre, la sombre vie de Karl Strecker. Karl Strecker est né le 20 septembre 1884 à Radmansdorf, en Prusse orientale. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Strecker rejoignit l'armée prussienne au début du XXe siècle et servit avec distinction pendant la Première Guerre mondiale, ce qui lui permit de gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, Strecker, comme nombre de ses camarades, resta dans les rangs de l'armée réduite de la Reichswehr, qui forma la base de la future Wehrmacht. Pendant les années de la République de Weimar, Strecker continua de monter en grade, perfectionnant ses compétences stratégiques et tactiques. Lorsque Adolf Hitler arriva au pouvoir en 1933 et commença à reconstituer les forces armées allemandes, Strecker fut intégré dans la nouvelle armée nazie. Durant la Seconde Guerre mondiale, Strecker commanda la 11e division d'infanterie, puis le 9e corps d'armée. Il participa à l'invasion de la France en 1940, puis à l'opération Barbarossa, où ses compétences tactiques furent mises à l'épreuve. Strecker commandait le 11e corps d'armée, l'une des unités piégées dans le Kessel de Stalingrad. À la fin de la bataille, Strecker et ses troupes se trouvaient à l'extrême nord du périmètre défensif allemand, près de la rivière Volga, presque complètement isolée du reste de la 6e armée. Strecker était déterminé à résister aussi longtemps que possible pour apporter toute l'aide possible aux autres forces d'Erich von Manstein, bien qu'il refusât de continuer à se battre uniquement à des fins de propagande et interdit à son personnel de se suicider. Fin janvier, il ordonna à ses officiers d'exécuter tout soldat qui s'écartait de son unité pour rejoindre les lignes soviétiques et de traduire en cour martiale ceux qui tentaient de s'approprier des vivres parachutés ou désobéissaient aux ordres. Comme ultime tentative de fuite, il autorisa une reconnaissance de la Volga le 29 décembre, mais toute la rive ouest de la rivière était occupée par les forces soviétiques retranchées. Le 1er février, après avoir confirmé que Paulus et toutes les autres unités combattantes s'étaient rendues, Strecker réunit son état-major et leur annonça que la situation militaire était désespérée, laissant à chacun la liberté d'agir selon sa conscience. Le lendemain matin, Strecker se rendit aux troupes soviétiques avec son 11e corps. Il fut l'un des derniers commandants allemands à capituler face au siège des forces soviétiques. Après la reddition, Strecker et les autres officiers généraux furent transférés en train vers le camp 27, près de Krasnoïarsk, puis transportés en bus jusqu'à un ancien cloître à Souzdal. En juillet, ils furent finalement envoyés au camp 48 à Voïkovo, où Strecker resta les 12 années suivantes. Comme les autres prisonniers, il subit des conditions extrêmement dures, bien que son statut d'officier supérieur lui ait valu un traitement légèrement meilleur que celui des soldats de rang inférieur. Le traitement des officiers de haut rang comme Strecker comprenait des interrogatoires constants et des actions de propagande. Les soviétiques tentèrent d'utiliser ces prisonniers dans leur effort de propagande pour discréditer le régime nazi. Cependant, contrairement à Seydlitz-Kurzbach, Strecker refusa de collaborer avec les soviétiques ou de rejoindre le Comité national pour une Allemagne libre. Aux côtés de Karl Rodenburg, Hans-Heinrich Sixt von Armin, Walter Heitz et Arthur Schmidt, chefs d'état-major de la 6e armée, il faisait partie de la faction anticommuniste des officiers de son camp, refusant toute coopération avec les soviétiques pendant leur détention. À cause de cela, Strecker endura les mêmes souffrances que ses subordonnés, malnutrition, maladie et travail épuisant. Toutefois, son statut de général lui offrit probablement une certaine protection par rapport aux soldats de rang inférieur, dont beaucoup ne survécurent pas aux premiers mois de captivité. Malgré les conditions difficiles, Strecker resta fidèle à ses principes militaires. Strecker passa plus de 10 ans en captivité soviétique. Il fut libéré en octobre 1955, après la mort de Staline, et à la suite de la normalisation relative des relations entre l'Union soviétique et la République fédérale d'Allemagne.
Il faisait partie du dernier groupe d'Allemands à être libéré. À son retour en Allemagne de l'Ouest, il dut entreprendre une longue convalescence et se retira à Idar-Oberstein où il écrivit ses mémoires. Il se retira de la vie publique, évitant toute implication politique ou tout débat sur la guerre. Contrairement à d'autres officiers allemands qui rejoignirent des mouvements révisionnistes ou justifièrent leur rôle pendant la guerre, Strecker resta largement silencieux sur ses expériences à Stalingrad et pendant sa détention. Finalement, Strecker mourut le 10 avril 1973, à l'âge de 88 ans, ayant vécu la fin de sa vie dans une relative obscurité, loin des projecteurs qui avaient un jour éclairé sa carrière militaire. Pour beaucoup, Strecker incarna l'esprit de résistance jusqu'au bout. Son histoire semblait celle d'un soldat qui, malgré des circonstances terribles, continua de remplir son devoir militaire. Cependant, comme beaucoup de ses contemporains, sa loyauté envers l'armée allemande le conduisit à un destin tragique. Des années de souffrance en captivité soviétique et un retour tardif dans une patrie qui avait changé irrémédiablement depuis les jours où il commandait sur le front de l'Est. Le Nuremberg de Kiev, justice dans l'ombre de Babi-Yar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine fut occupée par les forces allemandes et subit une répression brutale, comprenant des massacres de civils, la persécution des Juifs et l'exploitation forcée des prisonniers de guerre et des civils. 10 jours seulement après l'entrée des troupes allemandes en Ukraine, les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort nazie, sous le commandement du général Otto Rasch et soutenus par les SS et des collaborateurs locaux, perpétrèrent plusieurs des pires massacres de la guerre dans les ravins de Babi-Yar, aux abords de Kiev. Prétextant 2 explosions qui avaient détruit le quartier général de l'armée allemande au centre-ville, les forces allemandes mirent en place un plan systématique pour exterminer la population juive de Kiev. Avec l'aide de la police ukrainienne et d'un groupe de nationalistes locaux, les Allemands raflèrent les Juifs de la ville, les conduisirent dans les ravins de Babi-Yar, un lieu isolé proche d'un hôpital psychiatrique et d'une prison, et les forcèrent à creuser leur propre tombe. Avant les exécutions, les SS vidèrent l'hôpital en assassinant tous les patients. Les prisonniers furent ensuite conduits en groupe, au bord des fosses, et exécutés. En seulement 48 heures, plus de 30 000 Juifs ukrainiens furent massacrés. Ce massacre n'était que le premier d'une longue série à Babi-Yar. Fin 1941, après une rupture temporaire entre le Troisième Reich et le groupe des nationalistes ukrainiens, les forces allemandes capturèrent 600 de leurs anciens alliés et les exécutèrent dans le ravin. Ainsi, Babi-Yar devint la tombe commune à la fois des victimes et de certains de leurs bourreaux. Peu de temps après, les relations entre les nazis et les nationalistes ukrainiens furent rétablies et le ravin continua d'être utilisé comme site d'exécution pour des milliers de personnes, juifs, roms, prisonniers de guerre soviétiques ou simples civils opposés au régime. En plus des massacres, les nazis mirent en place un régime de travail forcé, asservissant des millions de citoyens ukrainiens, y compris des prisonniers de guerre. Les représailles contre la résistance ukrainienne et les actes de sabotage furent également brutales, des centaines de villages et villes étant rasés en réponse à toute forme de défiance. Pour les autorités soviétiques, les crimes nazis en Ukraine représentaient l'une des pages les plus sombres de l'occupation allemande. À la mi-1943, alors que l'armée rouge approchait de Kiev, les Allemands organisèrent une vaste opération pour dissimuler leurs crimes. Ils ordonnèrent aux prisonniers survivants d'exhumer les corps des fosses communes et de les brûler. Une fois la tâche accomplie, les nazis exécutèrent ces prisonniers. Bien qu'il soit impossible de connaître le nombre exact de victimes, les estimations varient entre 100 000 et 200 000 fusillades à Babi-Yar. Le général SS Paul Blobel, responsable de ce massacre, fut condamné à mort lors des procès de Nuremberg et pendu en juin 1951 dans la prison de Landsberg, la même où Hitler avait été incarcéré après l'échec du putsch de la brasserie de Munich. Rasch fut également accusé, mais son procès fut suspendu pour raison de santé, et il mourut en prison fin 1948. Après la libération de l'Ukraine par l'armée rouge, les autorités soviétiques organisèrent des procès pour punir les collaborateurs et responsables des crimes de guerre. Les accusés faisaient face à des charges similaires à celles des procès de Nuremberg, comme la participation aux exécutions de civils, l'exploitation de travailleurs forcés et d'autres crimes graves. Les autorités soviétiques jugèrent également les collaborateurs locaux
qui avaient aidé les nazis dans la répression de la population. Les procès à Kiev aboutirent à plusieurs condamnations, dont des peines de mort, de longues peines de prison et d'autres sanctions. Ces procès s'inscrivaient dans un effort plus large de l'Union soviétique pour juger les responsables de crimes de guerre et rétablir l'ordre dans les territoires libérés. Le procès se déroula au théâtre d'État de Kiev, un lieu symbolique soulignant l'importance de l'événement. Les accusés furent jugés par un tribunal militaire soviétique et le procès fut largement relayé par les médias soviétiques. L'objectif était double: rendre justice aux victimes et montrer au peuple soviétique la détermination du gouvernement à punir les responsables. Pendant le procès, les procureurs soviétiques présentèrent un dossier détaillé, basé sur les preuves recueillies par l'armée rouge lors de la libération de l'Ukraine en 1944. Cela incluait des rapports de renseignement, des témoignages de survivants et des témoins, ainsi que des preuves physiques découvertes sur les sites des massacres et des camps de travail forcés. Finalement, 15 nazis furent condamnés pour les atrocités commises les 29 et 30 septembre 1941 dans le ravin de Babi Yar, aux abords de Kiev. 12 d'entre eux furent condamnés à mort et pendus publiquement sur la place centrale de Kiev le 29 janvier. Ces exécutions furent filmées et conservées comme archives, utilisées récemment dans le documentaire The Kiev Trial du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa en 2022. Cependant, la plupart des auteurs des exécutions à Babi Yar, tant allemands qu'ukrainiens, ne furent jamais jugés. Écho de captivité. Le destin des prisonniers allemands après la Seconde Guerre mondiale. La majorité des prisonniers de guerre allemands ne furent libérés que plusieurs années après la fin de la guerre. Malgré les accords de la Convention de Genève qui prévoyaient la libération des prisonniers à la fin du conflit, la réalité fut beaucoup plus complexe. Les Soviétiques libérèrent certains prisonniers durant les premières années après la guerre, mais beaucoup d'autres restèrent en captivité pendant une décennie ou plus. Certains ne retournèrent en Allemagne qu'au milieu des années 1950. Pour beaucoup, ce retour fut amer, car ils furent accueillis avec méfiance, et certains furent même à nouveau emprisonnés par le régime de l'Allemagne de l'Est, soupçonnés d'avoir collaboré avec les Soviétiques. Ceux qui survécurent et revinrent en Allemagne portaient avec eux le traumatisme de cette expérience qui affecta profondément leur vie personnelle et leur réintégration dans la société. Ceux qui furent contraints de rester en Union soviétique durent affronter des travaux forcés et des procès politiques. Pour les autorités soviétiques, les prisonniers de guerre représentaient non seulement une source de main-d'œuvre, mais aussi une ressource précieuse à utiliser dans l'économie du pays, non seulement pendant la guerre, mais surtout après. Le programme conçu par les Soviétiques pour ces prisonniers incluait la reconstruction des villes détruites par les Allemands, la construction de nouvelles infrastructures, comme des ponts, des routes, des ports et des aéroports, l'expansion du réseau ferroviaire et le travail dans divers secteurs de l'industrie lourde et de l'armement. Par ailleurs, les Soviétiques mirent en place les procédures nécessaires pour que la situation de ces prisonniers soit juridiquement encadrée par l'État soviétique. En avril 1943, un décret du Présidium du Soviet suprême établit le cadre juridique pour le traitement des prisonniers de guerre. Comme la peine de mort avait été abolie en Union soviétique en 1947, la peine maximale était l'emprisonnement dans des camps de travail forcés pour une durée maximale de 25 ans. La grande majorité des prisonniers de guerre, y compris les quelques survivants de la 6e armée capitulée à Stalingrad, furent classés comme criminels de guerre et condamnés à cette peine maximale. Les conditions de travail restèrent terribles. Comme l'affirma un prisonnier des années plus tard, l'âme et le corps étaient encore vendus pour un morceau de pain noir. La libération des prisonniers se fit de manière progressive. En 1947, un nombre considérable de prisonniers fut libéré, mais la plupart des officiers et ceux soupçonnés de crimes de guerre ne furent relâchés que bien plus tard. En 1953, après la mort de Staline, le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, reçut une invitation inattendue des nouveaux dirigeants soviétiques, Nikita Khrouchtchev et Nikolaï Boulganin, pour se rendre en Union soviétique et rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Sous une forte pression de l'opinion publique et des familles des derniers prisonniers de guerre encore retenus en Union soviétique, Adenauer accepta l'invitation
et se rendit en URSS avec sa délégation au début de septembre. Après plusieurs mois de négociations, Adenauer obtint la libération des prisonniers. Les derniers survivants de Stalingrad revinrent en Allemagne à la mi-1955. Beaucoup furent transportés dans des trains surchargés et dans des conditions insalubres. Le voyage durait souvent des semaines, et pour certains, il impliquait de traverser plusieurs frontières au milieu d'une Europe dévastée par la guerre. À leur arrivée en Allemagne, nombre de prisonniers étaient dans un état physique déplorable, souffrant de maladies chroniques, de malnutrition et d'épuisement. De plus, le traumatisme émotionnel de leurs années de captivité, la perte de leurs camarades et l'isolement prolongé affectèrent profondément les survivants. En Allemagne, et surtout en Allemagne de l'Ouest, les prisonniers rapatriés étaient accueillis avec méfiance. Beaucoup étaient soupçonnés d'avoir été endoctrinés par les soviétiques ou d'avoir collaboré avec eux. Certains furent soumis à des interrogatoires et à une surveillance par les autorités. De plus, l'économie allemande étant en ruine, beaucoup eurent beaucoup de mal à se réinsérer. La plupart avaient perdu leur foyer, leurs emplois et leurs familles. La reconstruction de leur vie fut un processus long et douloureux, marqué par le chômage et la pauvreté. Les survivants des camps de prisonniers de guerre luttèrent souvent contre de graves traumatismes psychologiques, notamment des troubles de stress post-traumatique, la dépression et des sentiments de culpabilité d'avoir survécu alors que tant d'autres ne l'avaient pas fait. Le silence était une réaction courante, car parler de leurs expériences était souvent trop douloureux et parfois socialement stigmatisant. Avec le temps, certains prisonniers commencèrent à partager leurs histoires, écrivant des mémoires ou participant à des documentaires. Cela contribua à briser le silence et à susciter une meilleure compréhension et une plus grande empathie pour ce qu'ils avaient vécu. Pendant des années, les histoires des prisonniers de guerre de Stalingrad furent ignorées ou minimisées tant par le gouvernement soviétique que par les autorités allemandes, surtout en Allemagne de l'Est. Avec le temps, la magnitude de la souffrance des prisonniers de guerre a été reconnue, et aujourd'hui ce chapitre sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est mieux compris. Des monuments et des mémoriaux dédiés à ces soldats existent en Allemagne et en Russie. Les expériences des prisonniers de guerre de Stalingrad ont changé la perception publique de la guerre et ont contribué à une plus grande prise de conscience des horreurs du conflit et de la brutalité des camps de prisonniers. Après le silence du froid, conclusion sur la captivité allemande en Union soviétique. Les marches de la mort représentent l'une des phases les plus cruelles de la captivité des prisonniers de guerre allemands en Union soviétique. Après la reddition à Stalingrad, des dizaines de milliers de soldats allemands furent contraints d'entreprendre de longues et éprouvantes marches vers l'Est, parcourant d'immenses distances dans des conditions extrêmes. Ces marches, destinées à emmener les prisonniers vers des camps de travail en Sibérie et dans d'autres régions reculées, devinrent une épreuve de résistance physique et mentale. Les prisonniers affrontèrent un froid implacable, une faim extrême et la menace constante d'exécution ou de violence de la part de leurs gardes. La logistique de ces marches était conçue pour briser la volonté des prisonniers, souvent soumis à des traitements inhumains qui entraînaient une mortalité élevée. Le manque de ravitaillement et l'épuisement physique coûtèrent de nombreuses vies en chemin vers un avenir incertain. Une fois arrivés dans les camps de travail soviétiques, les prisonniers allemands durent faire face à un environnement tout aussi brutal. Ces camps, connus pour leurs conditions extrêmement dures, devinrent le théâtre d'une souffrance prolongée. La vie dans ces camps était marquée par la malnutrition chronique, des maladies endémiques et un labeur physique écrasant. Les prisonniers étaient forcés d'accomplir des travaux dans des conditions qui défiaient la résistance humaine. Le manque de soins médicaux et la brutalité des gardes soviétiques contribuèrent à une mortalité élevée et à une souffrance continue. Les travaux forcés dans les mines, la construction et d'autres secteurs industriels lourds étaient non seulement épuisants, mais souvent réalisés dans des conditions dangereuses. La résistance et la détermination des prisonniers à survivre à cette torture physique et mentale témoignent de la force de leur esprit face à l'adversité. Walter von Seydlitz-Kurzbach, commandant du 6e corps d'armée sur le front de l'Est, incarne une figure complexe dans le contexte de la guerre et de la captivité. Sa résistance durant la bataille de Stalingrad et sa capture ultérieure s'inscrivent dans une histoire qui met en lumière à la fois le courage et la controverse.
Contrairement à beaucoup d'officiers qui se rendirent rapidement, Seydlitz Kurzbach fit preuve d'une détermination farouche jusqu'à la fin. Capturé et jugé, il devint le symbole des dynamiques complexes de la captivité. Son attitude pendant le procès et ses tentatives de se distancier du régime nazi reflètent une lutte interne entre la loyauté envers son devoir militaire et le rejet des politiques du Troisième Reich. Si certains considérèrent ses efforts comme une tentative légitime de défendre son honneur, d'autres y virent une façon d'éviter sa responsabilité dans les atrocités commises durant la guerre. Karl Strecker, général du 11e corps d'armée pendant la bataille de Stalingrad, représente une autre dimension du sacrifice et de la résistance. Sa ténacité dans les moments critiques de la bataille, ainsi que sa capture et sa captivité, reflètent la complexité de l'expérience des officiers allemands. Comme beaucoup de ses camarades, Strecker connut un destin tragique, envoyé dans des camps de travail soviétiques après la reddition. Sa résistance jusqu'au bout et les souffrances qu'il endura sont les témoins de la brutalité de la guerre et des décisions difficiles que les dirigeants militaires durent affronter. Son histoire reflète la dévastation subie par les prisonniers de guerre allemands et la façon dont le système soviétique traita ceux qui avaient occupé ces territoires de manière brutale. Le Nuremberg de Kiev, également connu sous le nom de procès de Kiev, fut un effort significatif de la part de l'Union soviétique pour rendre justice aux victimes des crimes nazis. Ce procès, axé sur les crimes commis en Ukraine pendant l'occupation allemande, faisait partie d'une série de procès visant à juger les responsables des atrocités dans les territoires soviétiques. Par le biais d'un tribunal militaire soviétique, un processus fut mené pour non seulement punir les coupables, mais aussi montrer au monde et à la population soviétique que justice serait rendue. Les accusés, parmi lesquels des officiers de haut rang et des responsables de massacres comme celui de Babi Yar, furent inculpés de génocide et de crimes contre l'humanité. Le procès servit non seulement de moyen de rendre des comptes, mais également d'outil de propagande pour renforcer la narrative soviétique de résistance et de justice. Le retour des prisonniers allemands après des années de captivité marqua une fin amère pour beaucoup d'entre eux. Après la guerre, la République fédérale d'Allemagne négocia la libération de ses citoyens détenus en Union soviétique. Toutefois, ce retour ne fut pas aisé. Les prisonniers revinrent dans un pays dévasté par la guerre, avec un paysage politique et social radicalement transformé. Leur retour impliqua non seulement de faire face aux séquelles physiques et psychologiques de leur captivité, mais aussi de s'intégrer dans une société qui avait changé de façon drastique. Pour beaucoup, cela fut un moment de réconciliation avec leur passé et avec le nouvel ordre européen émergent. Leur histoire de captivité, marquée par la souffrance et la résistance, devint une partie intégrante de leur identité et de la mémoire collective de la nation. Ces événements soulignent non seulement l'ampleur des souffrances subies par les prisonniers et les victimes, mais aussi la complexité des réponses d'après-guerre, allant de la quête de justice à la reconstruction personnelle et nationale. Ces épisodes rappellent les tragédies de la guerre et l'engagement des nations à affronter l'injustice et à rechercher la vérité au milieu de la dévastation. Stalingrad, le début de la fin du Troisième Reich. La bataille de Stalingrad, considérée comme la plus sanglante de l'histoire humaine, représenta un tournant dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. La défaite de l'armée allemande marqua le début du déclin de sa puissance militaire sur le front de l'Est. La Wehrmacht perdit un nombre important de soldats et de matériel, l'obligeant à abandonner son offensive, à se replier et à retirer progressivement ses administrations militaires. À partir de cette victoire, l'armée rouge fut capable de lancer une contre-offensive massive, marquant ainsi le début d'une série de victoires qui l'amènerait finalement jusqu'à Berlin. La bataille de Stalingrad symbolisa, comme l'a dit Winston Churchill, le début de la fin pour le nazisme en Europe. Cette défaite affecta gravement la réputation du Troisième Reich, tant auprès de ses alliés que de ses propres citoyens. Les nouvelles venant du front de l'Est après la bataille démoralisèrent considérablement la population allemande et semèrent des doutes sur l'infaillibilité présumée d'Hitler. À Munich, des graffitis anti-nazis apparurent dès le lendemain de la bataille, et la Rose Blanche, un groupe d'étudiants prônant la résistance non violente, distribua des tracts incitant à l'opposition. Mais la défaite eut surtout un effet dévastateur sur le moral des troupes allemandes, qui commencèrent à douter de la viabilité de la guerre. La perte de ressources et d'hommes accrut également les difficultés économiques de l'Allemagne,
déjà sous une pression énorme pour maintenir son effort de guerre sur plusieurs fronts. En revanche, la victoire de l'armée rouge renforça la position de Staline et stimula la propagande communiste, tout en permettant à l'Union soviétique de récupérer des zones industrielles et agricoles vitales pour son économie de guerre. La défaite allemande à Stalingrad révéla également une faiblesse logistique, l'incapacité des forces allemandes à maintenir une offensive sur un front qui s'étendait du sud de la mer Noire à l'océan Arctique. La Wehrmacht manquait des ressources nécessaires pour avancer plus à l'est. Les rives de la Volga marquèrent ainsi la limite orientale atteinte par les troupes allemandes en Europe. La reddition du maréchal Friedrich Paulus, premier maréchal de l'histoire militaire allemande à se rendre, et la brèche ouverte sur le front de l'Est plongèrent Hitler dans une dépression profonde. Le Führer commença à prendre des somnifères pour échapper aux cauchemars qui le tourmentaient, des cauchemars qui le conduiraient finalement à son suicide en avril 1945. Le Troisième Reich perdit à Stalingrad son meilleur corps d'armée, celui avec lequel Hitler se vantait de pouvoir conquérir le ciel. Les pertes inclurent également la majorité de la 4e armée Panzer, du groupe d'armées Don, ainsi que d'innombrables ressources matérielles et logistiques. À la fin de la bataille, la Wehrmacht avait perdu plus de 400 000 soldats, dont beaucoup étaient des combattants d'élite qu'il était impossible de remplacer autrement que par des recrues. En incluant les pertes des groupes d'armées A, B et Don juste avant la bataille, les pertes allemandes dépassèrent 600 000 hommes. Près de 900 avions, dont 274 avions de transport et 165 bombardiers, 500 chars et 6 000 pièces d'artillerie furent également détruits. Les autres armées de l'Axe subirent des pertes similaires, marquant un point de rupture dans les relations entre l'Allemagne et ses alliés satellites. La bataille laissa derrière elle des centaines de milliers de morts, de blessés et de disparus. Les villes et villages environnants furent ravagés, et la population civile endura d'énormes souffrances dues à la violence de la guerre et au manque de ressources. Avant la bataille, Stalingrad était une ville industrielle florissante. Après des mois de combats intenses, elle fut réduite à un champ de ruines. Les bombardements aériens, l'artillerie et les combats de rue détruisirent tous les bâtiments, les usines, les hôpitaux, les écoles et les infrastructures de la ville. Ce qui fut autrefois une cité prospère devint un paysage dévasté, jonché de débris. Beaucoup de familles furent anéanties et celles qui survécurent restèrent traumatisées. Des milliers de personnes furent déplacées, forcées de fuir leur foyer pour survivre. Ceux qui restèrent durent affronter des conditions extrêmes. L'accès à la nourriture et à l'eau était presque inexistant et l'hiver russe aggrava encore la situation. Le manque de vêtements chauds et d'abris adéquats causa de nombreuses morts supplémentaires dues au froid. Des épidémies de typhus et de dysenterie se propagèrent à cause des conditions insalubres et de l'absence de soins médicaux, tandis que les hôpitaux détruits et le manque de médecins augmentaient considérablement le taux de mortalité. En somme, la bataille de Stalingrad ne marqua pas seulement un tournant crucial dans la guerre, mais laissa également un héritage de dévastation et de souffrance qui persista bien après les derniers coups de feu. Cette défaite non seulement affaiblit la Wehrmacht, mais elle sapa également le moral du Troisième Reich et de ses alliés, provoquant des dissensions internes et renforçant la résistance en Allemagne. Les pertes en hommes, en équipement et en ressources infligèrent une blessure profonde dont l'Allemagne nazie ne put jamais complètement se remettre. L'impact sur Stalingrad fut tout aussi dévastateur. La ville, autrefois prospère, fut réduite en ruines sous le poids de la guerre. Les civils souffrirent terriblement, confrontés à la faim, au froid et aux maladies au milieu des décombres. Le manque de ressources et de soins médicaux amplifia la tragédie, faisant de Stalingrad un symbole de la brutalité du conflit. En définitive, la bataille de Stalingrad représente non seulement un tournant militaire, mais aussi l'une des épreuves humaines les plus dures du coup de la guerre. Ses conséquences, des marches de la mort des prisonniers allemands à leur internement dans les camps soviétiques, en passant par les procès de Kiev et leur retour en Allemagne, soulignent l'ampleur de la tragédie qui se déroula sur le front de l'Est.